à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission. Je suis ravie de vous retrouver. Quand le Père Noël vert remplit la hotte du Père Noël rouge, ce pourrait être le début d'un joli conte de fin d'année, mais ce n'est pas un conte, c'est la réalité. Une famille sur 10 aujourd'hui en France n'a pas l'argent pour offrir un cadeau en cette fin d'année. C'est pourquoi le Secours Populaire déploie sa flotte de Père Noël vert pour que cette fête soit aussi celle des personnes dans le besoin. L'occasion pour la grande émission de parler de Noël de manière plus solidaire et de revenir sur les missions du Secours Populaire en général. Et on va en parler avec nos deux invités qui nous font le plaisir d'être sur le plateau de la grande émission. Mais avant de les accueillir, j'accueille les chroniqueurs du mercredi. Jean-Baptiste, ils sont deux, hein, c'est pas Jean-Baptiste, et Jean-Luc. Ça va bien ? Très bien. Voilà. Baptiste, on ne regrette pas. Je ne regrette Vous venez tous quand même. pas. On verra, ouais. Au fil des temps, on verra. Baptiste, on parle évidemment, vous êtes jardinier botaniste et on parle évidemment plantes et plantes de Noël encore. Exactement, un Vous emblème. n'êtes pas venu tout seul. Et effectivement, l'étoile de Noël qu'on appelle aussi le poinsettia. J'ai essayé de vous expliquer Poinsettia, voilà. comment on fait pour réavoir ensuite les La petites couleur feuilles rouge. Exactement. Ah oui, joli. Jean, ça va bien ? Très bien, merci. On parle de quoi ? Je ne savais pas que nous avions le Vous le saviez, vous recevez une feuille toutes les semaines. En conséquence de quoi, j'ai préparé un sujet sur l'argenterie 18e et 19e. Bien joué. C'est très raccord. Bien joué, vous êtes un filou. Jean-Luc, vous n'êtes pas venu tout seul non plus. Oui, mais Bonjour Jean-Luc. aucun je vous ai pas dit rapport. bonjour. Hein, bonjour. C'est les blattes. Oui, Blabera Fusca. Blabera moi, Fusca, dans Blabera. une prochaine vie, je serai chroniqueur plutôt végétal, naturaliste, parce que en fait, c'est plus simple, quand même, plus facile d'arriver qu'une belle plante comme ça, que derrière il est Non, cafard. mais ne vous dévalorisez pas comme ça. Je suis pas d'accord. Il y a des choses qui paraissent très moches au départ et en fait vous les rendez jolies. Oh là. Profitez-en, C'est ça sera Noël pas pour tous les moi. jours. Ça sera- Mets-moi une dans la main. ça va m'intéresser. Merci beaucoup, on voit ça tout à l'heure, Jean-Luc. Alors, nous recevons le Secours Populaire sur le plateau de la grande émission, on en est ravis. Et deux représentants du Secours Populaire de la Vendée, Julie Lecaire. Bonjour Julie. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale du Secours Populaire et à côté de vous, Yannick Alix. Yannick, c'est votre prénom. Oui. Vous êtes la trésorière départementale du Secours Populaire. Pardon. Merci d'avoir accepté l'invitation de la grande émission. On va parler évidemment des Pères Noël verts qui travaillent en ce moment, hein, qui ont commencé, oui, qui dès ont le commencé. 5 décembre. Oui. Et qui vont travailler jusqu'à la fin décembre. Jusqu'à la fin décembre. On va évidemment en reparler. Je voulais juste qu'on fasse un petit point sur les missions du Secours Populaire, parce que tout le monde en a entendu parler. Il y a des campagnes de communication aussi. Mais votre vocation et votre mission, elles datent déjà il y a très très longtemps. Le Secours Populaire, c'est quoi ? Depuis 90 ans, c'est ça ? Oui, 70 ans. 70 ans. Ouais, j'ai mis 20 ans de plus, c'est pas grave. Ça existe depuis très longtemps. Oui. Et c'est venu de quoi cette idée de Secours Populaire, les missions du Secours Populaire ? Du coup, le Secours Populaire, effectivement, a été créé en 1945. Ouais. Ça fait 70 ans. L'année dernière, on les a fêtés comme il se devait par rapport à l'association. Donc, à la base, c'est quand même une association donc, de solidarité où on est là pour aider les personnes qui sont en situation donc, de pauvreté ou de précarité ou tout simplement qui n'ont pas l'accès aux droits fondamentaux. Voilà. Le Secours Populaire existe dans chaque département ? Oui, tout à fait. On est présent dans chaque département de France et on est également présent dans les grandes entreprises françaises comme la RATP, la SNCF. D'accord, voilà. D'accord. Mais comment vous intervenez dans ces Toujours dans le même structures ? objectif, en fait, c'est d'aider donc les salariés qui peuvent être en difficulté dans ces grosses entreprises françaises et aussi en même temps mener des actions de solidarité avec l'aide des employés de ces entreprises. Aujourd'hui, le Secours Populaire en Vendée, c'est combien de bénévoles ? Aujourd'hui, on est un peu plus de 1000 bénévoles sur l'ensemble du département pour 12 structures d'accueil. D'accord. Et un peu plus de 2300 personnes aidées. D'accord. Alors, Yannick Alix, vous êtes trésorière départementale depuis à peu près en même temps que Julie en tant que secrétaire depuis un an, c'est ça ? C'est ça, octobre. C'est ça, octobre 2015. Vous étiez bénévole, vous avez intégré le Secours Populaire avant ? Une année avant, juste au moment de ma retraite. Ouais. J'ai choisi de venir au Secours Populaire, ça faisait très longtemps que j'y pensais. Ouais. Et c'était un engagement précis, hein, je ne suis pas arrivée par hasard au Secours Populaire. Pourquoi le Secours Populaire et pourquoi pas une autre association caritative, par exemple ? Alors, ce qui m'a guidée, c'est quand même, j'ai un passé avec le Secours Populaire, mais en tant que bénéficiaire, quand j'étais très jeune, après la guerre et tout ça, mes parents ont bénéficié du Secours Populaire. Et puis ensuite, le côté laïque,
m'intéressait beaucoup. Hein. Et puis cette façon effectivement de faire de la solidarité, mais globale, pas uniquement alimentaire ou vestimentaire, c'est-à-dire l'accès à la culture, à tous ces axes-là, ça me paraissait la vie, ça me paraissait être la vie pour tous. Voilà. Et c'est ça la marque de fabrique du Secours populaire, Julie. C'est pas que, on parle évidemment des Restos du Cœur pour la partie alimentaire, et encore maintenant ils se développent sur d'autres secteurs. Tout à fait. C'est assez difficile d'ailleurs de savoir tout ce que vous faites, parce que vous faites énormément de choses. En fait, nous au Secours populaire, on dit toujours qu'on est une association généraliste, c'est-à-dire qu'on intervient sur l'ensemble des problèmes que peut avoir une famille ou une personne seule, notamment, donc comme dit Yannick, sur l'aide alimentaire, parce que c'est un besoin primaire, donc c'est pourquoi les personnes viennent. C'est pour ça, enfin je vous coupe, mais c'est d'abord pour ça qu'ils viennent vous voir. C'est un besoin primaire. Pour manger. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est notamment manger et avoir un toit, quoi. Pour les personnes qui n'ont pas de logement, ils viennent à l'association pour qu'on les aide soit au niveau du logement, alors par le biais d'un prêt de logement, chose que l'on ne fait pas, ou alors financièrement pour qu'on les héberge une nuit, 2 nuits, enfin de l'hébergement d'urgence. Ce sont des besoins primaires, donc c'est pour ça qu'ils viennent au Secours populaire. Après, on a un travail d'accompagnement avec les personnes que l'on reçoit, et donc on peut intervenir sur l'accès à la santé. Aujourd'hui, les frais de santé augmentent, coûtent de plus en plus cher. Tout à fait. Donc du coup, on intervient là aussi par le biais de partenaires, donc de réseaux que l'on a, l'accès à la culture, aux loisirs, au sport, enfin voilà. Je voulais venir sur votre engagement personnel. J'ai posé la question à Yannick Alix, donc vous n'allez pas y couper. Hein. Vous êtes rentrée au Secours populaire comment ? Je suis rentrée au Secours populaire donc, par le biais d'un stage. Donc un stage suite à une préparation au concours des métiers du social. D'accord. Et en fait, j'ai pris ce stage malheureusement suite à la tempête Xynthia. D'accord. Et donc il y avait tout un travail d'accompagnement autour des familles, des personnes qui venaient d'être sinistrées par la tempête. Et du coup, je me suis très investie dans l'association. Et puis, voilà, de fil en aiguille, je suis devenue salariée. Et puis, l'investigation n'a fait qu'augmenter. Secrétaire générale aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Pour rebondir sur la situation de Xynthia, donc sur l'Aiguillon et sur la Faute principalement, est-ce que certains se sont engagés dans le Secours populaire à cause, j'allais dire grâce, mais non, à cause de ça. C'est-à-dire qu'avant, ils n'avaient pas du tout l'idée de s'y engager. Aujourd'hui, l'antenne de l'Aiguillon-sur-Mer, puisqu'on a une antenne, on a une structure d'accueil, elle est composée aux 3/4 de personnes qui ont été sinistrées par Xynthia. Ce sont des bénévoles qui ont été sinistrés par Xynthia et qui aujourd'hui sont encore engagés à l'association, bien sûr. Et quand on va sur cette antenne, c'est vraiment très particulier l'ambiance, parce que même 7 ans après, on peut y retourner demain, on aura forcément un mot ou une parole qui rappellera ce qui s'est passé cette nuit-là. Ouais, tout à fait. Est-ce que l'engagement dans le Secours populaire, je pose aussi la question à Yannick Alix, est-ce qu'il faut forcément avoir été soit bénéficiaire du Secours populaire ou avoir un parent qui a fait partie du Secours populaire, etc., pour en faire partie ? Est-ce que c'est un peu un lien logique ? Non. Au Secours populaire, on accueille toute personne qui souhaite être bénévole, toute personne de bonne volonté. Je vous regarde, on ne sait jamais. Je comprends pas. Toute personne de bonne volonté qui souhaite faire de la solidarité, non, bien sûr. Pas forcément un parcours. Mais souvent, quand on s'est engagé dans le Secours populaire, ou quand le papa, la maman, ou les frères, ou les sœurs, etc., on y va. Mais forcément, moi, je me suis engagée donc, il y a 7 ans maintenant, et aujourd'hui, mes parents sont bénévoles, parce que quelque part par là, c'est tellement motivant, le Secours populaire, quand on fait des activités avec des gamins qui sont jamais partis à la mer, quand les Pères Noël verts, on offre des places de cinéma ou de spectacle, etc., à des enfants qui n'ont pas eu l'occasion, ou très peu l'occasion d'aller au cinéma. C'est un tel émerveillement et un tel bonheur que du coup forcément ça engage la famille derrière, c'est la famille, les amis proches, c'est évident. On va en parler justement, et on va parler des Pères Noël verts, parce que vous venez aussi pour cette action qui a commencé le 5 décembre dernier, mais d'abord on va parler Blatt avec Jean-Luc.
Bon, c'est vrai, comme ça, c'est pas très sexy. Non, pas très Je parle des glamour, blattes. effectivement. Oui. Il s'agit d'un animal très très ancien. C'est aussi l'intérêt. Enfin, il y a plein d'intérêts. Je vais essayer de Mais faire si, j'en l'article. suis sûre. C'est un animal qui est très très ancien. Les mammifères, c'est de l'ordre de 40 ou 45 millions d'années, alors que les blattes, 350 millions d'années. Donc Oui, c'est des vieux. Ouais, c'est vraiment des vieux. Si on les interrogeait, qu'elles pouvaient nous parler, elles nous diraient certainement un tas de choses très intéressantes. Exactement, Elles ont une ouais. mémoire extraordinaire. Alors, peut-être que j'exagère avec mémoire. Cela dit, c'est vrai que quand on regarde des insectes comme ça, on se dit, celle-ci, voilà, Ah ouais, elle par est exemple, vive, hein. elles sont vives. Hein. Celle-ci, puis l'autre, il y en a. Voilà, moi, je peux vous dire que celle-ci, elle vote à droite et l'autre, elle vote à gauche. Hein, par exemple. Alors, c'est-à-dire, dites-nous. C'est-à-dire parce que... qu'en fait, on s'est aperçu, c'est l'université libre de Bruxelles qui a fait des expériences là-dessus, qui s'est aperçu que ces animaux réagissaient tous différemment. C'est pour ça que je vous dis, il y en a une qui vote à droite, une autre qui vote à Même gauche. Il y a espèce. voilà, même espèce, hein, même animal, même ponte dans une fratrie. Oui. On va trouver donc des animaux qui, lorsqu'ils sont mis dans un grand bac avec des cachettes, sont des animaux qui n'aiment pas la lumière, donc fortement Ah, mais éclairés. là, ils sont servis, là. Fortement éclairés. Ces animaux, chaque animal, donc ils ont fait des petits groupes d'une quinzaine d'animaux, chaque animal réagit de façon différente. Donc on peut en conclure qu'ils ont un caractère différent. Donc c'est pas si indifférencié que ça. Après, ce sont des animaux qui ont des comportements sociaux assez extraordinaires. C'est marrant parce que il y a un tronc commun, si vous voulez, un ancêtre commun entre des animaux très différents, des hypersociaux comme les termites. Il y en a une qui est en train de se faire qui sont dégager par l'autre, là. Qui sont des espèces Ouais. de blattes, de D'accord. super blattes, on va dire. À l'opposé, vous avez un autre type, entre guillemets, de blattes, ce sont les menthes religieuses qui, elles, sont franchement Ah bon, solitaires c'est dans la même... et C'est cannibales. Baptiste qui fait du- Non, mais je Et savais pas que puis, c'était et la puis au même. milieu, vous avez les blattes qui, elles développent des comportements sociaux qui sont assez remarquables. Alors, elles ont toutes sortes de capacités de se repérer, d'analyse des choses. Elles sont bien sûr très réceptives aux phéromones. Alors, toutes sortes de phéromones, donc qui sont des traceurs qui leur permettent, par exemple, simplement de repérer qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant à un endroit, mais également des phéromones d'agrégation. Et qui vont faire, alors ça aussi c'est curieux, que ces blattes qu'on a mis dans un grand bac très illuminé avec des cachettes, certaines se cachent tout de suite, d'autres pas, et puis au bout d'un moment, elles se retrouvent toutes au même endroit. Et c'est assez amusant parce que on peut s'interroger finalement dans les sociétés humaines, est-ce qu'on n'est pas aussi, on fait pas aussi la même chose? C'est-à-dire est-ce que on ne se retrouve pas autour des opinions et des actes du plus craintif? Peut-être que nos sociétés manquent aussi de capacité d'innovation et d'ouverture. Et c'est peut-être le cas des blattes, d'ailleurs, qui sont telles qu'elles sont depuis des millions d'années. D'accord. Voilà. Vous avez envie de dire un petit truc encore? Oui, il y a plein de choses. Hein. Là, vous avez, en Europe, on a plein de blattes. Ça, c'est celle que je vous ai amenée, c'est une blatte qui vient de il y en a Mexique. deux, là. Il y a la blanche et la... Oui, mais ce sont les mêmes. Hein. Adulte, ça, c'est une jeune adulte. Elle a fait sa dernière mue cette nuit. Elle était toute blanche ce matin, là elle commence à prendre des couleurs un peu ternes. À l'écran, vous avez Orientalis, Blatta Orientalis, qui est une des blattes européennes. C'est hyper beau quand même. Enfin, oui, c'est très joli. Quand vous regardez la structure, avec un pronotum, le pronotum, c'est l'armure qui est au-dessus de la tête, qui protège entièrement la tête, et puis tous ces anneaux. Là, vous avez Periplaneata americana. C'est des espèces qu'on trouve ici. Vous risquez de marcher dessus un jour. Ah bon, et ça aussi, on fait un point après? Oui. Parce qu'on a... D'accord. Mais c'est pas joli, ça? C'est hyper joli. Mais je vous ai dit, on a l'impression qu'elles ont des armures, en fait. Elles sont armées, oui. On en reparle tout à l'heure? Merci, parce que c'est Baptiste, maintenant. Ah, d'accord. C'est Baptiste. Les fleurs. C'est les fleurs, Baptiste. On m'a jamais offert de blatte. Par contre... Attendez. Baptiste. Une belle blatte en broche avec des pierres. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, l'étoile de Noël, le poinsettia. Poinsettia, voilà. Poinsettia, voilà. On le connaît plutôt sous ce nom-là. C'est un arbre
Et oui, c'est un Ah bon? arbre. Il en existe de plein de sortes différentes. Alors, il en existe des rouges, mais il en existe aussi, bien sûr, des roses, des blancs, avec des feuillages gaufrés, avec des feuillages panachés. Il y a vraiment une grande diversité qui existe. Et dans son milieu naturel, en Amérique centrale, c'est un arbre. D'accord. Un arbre qui peut atteindre 3 à 5 mètres maximum de haut. Donc, D'accord. c'est vous dire l'ampleur que ça peut prendre. Alors, on le trouve ici plutôt en pot. Et sa particularité, eh bien, C'est fait. c'est ces petites choses rouges. Alors, on le voit en arbre, par exemple, là, en pleine fleur au Mexique, C'est dehors. superbe. Ah, c'est superbe. C'est des fleurs, hein. C'est des Alors, feuilles, pardon. Et bien justement, souvent on C'est dit c'est pas- des fleurs. Alors ce ne sont pas des feuilles, ce ne sont pas des fleurs, C'est quoi ce qu'on appelle des bractées. Alors les bractées en botanique, c'est une feuille modifiée, c'est un petit peu pour faire un raccourci très rapide entre le pétale et la feuille. C'est quelque chose d'un C'est petit peu hybride. hybride. C'est quelque chose d'un peu hybride. D'accord. Mais sur une rose, on va trouver là aussi une bractée. Je vous ferai voir ça Ah ouais à l'occasion. Ah ouais, vraiment. Voilà, on fera un petit peu d'anatomie Ouais. végétale. Non, Baptiste, vous êtes le seul à pouvoir relever le niveau de cette J'ai émission. un bon camarade Non, avec moi. Non. Fais voir ta bractée. Et donc, les vraies fleurs, elles sont au centre, et les vraies D'accord. fleurs, elles sont jaunes, elles sont assez insignifiantes, et elles sont caractéristiques d'une famille, les Euphorbiacées. Les euphorbes, eh bien, il en existe un petit peu partout sur la planète, il en existe sous forme de cactus un petit peu D'accord. en Afrique, et il en existe aussi chez nous sous forme de plantes vivaces. Et la particularité des euphorbes, c'est que lorsqu'on casse une feuille, Jean, que se passe-t-il ? Un liquide blanc apparaît. Un liquide blanc apparaît. Oh, c'est Fais-moi incroyable. voir ta bractée. Non, on va arrêter là. Le alors, liquide c'est blanc quoi, qui ce sort, truc c'est un latex qui est très irritant, qui peut être très irritant, il n'est pas forcément irritant, ça dépend de la sensibilité de chacun, mais il peut brûler la peau et être dangereux pour les yeux. Donc attention aux enfants en bas âge Qui se frotte à ça. qui peuvent se frotter à ça, et c'est surtout quand on casse les feuilles que cela peut être embêtant. Mais vous, en tant que jardinier, botaniste, etc., évidemment, vous le savez à l'avance, c'est ça, mais vous pouvez aussi, je sais pas, vous le manipulez avec des gants, comment ça se passe? Ah, on va pas aller jusque-là. Ça peut être irritant. C'est pas la plante mortelle par excellence. Il faut juste faire attention à ce petit latex. D'accord. Normalement, on casse pas de feuilles. Tant qu'on casse pas de feuilles et tant qu'on touche simplement les feuilles, aucun Il y a pas problème. de souci. C'est simplement quand on est en contact avec le latex, certaines personnes sont plus sensibles que d'autres à ce Et ça latex-là. s'appelle un latex. Parce que ça, On appelle ça du latex. c'est plutôt. Voilà, parce que c'est blanc et puis parce que ça a une consistance un petit peu élastique un peu. caoutchouteuse, élastique. Voilà. D'accord. On voit la suite après. Enfin, Quel quelqu'un de bien, j'ai envie de dire. Merci, c'est la fin de cette première partie. On se retrouve. Non, restez, Jean. On se retrouve juste après une courte pause pour reparler du Secours populaire et des Pères Noël verts. De retour dans la deuxième partie de cette grande émission consacrée à Noël et plus spécifiquement à Noël au Noël de Secours populaire avec les Pères Noël verts. Nous sommes en compagnie de Julie Le KR, qui est secrétaire générale du Secours populaire, et de Yannick Alix, la trésorière départementale. D'ici quelques instants, la suite de la chronique de Jean-Luc, le début de la chronique de Jean. Alors, ce que ça va donner. Et on va justement parler des Pères Noël verts. Alors, depuis le 5 décembre, vous devez croiser de temps en temps des Pères Noël qui ne sont pas rouges mais verts et qui font partie du Secours populaire. C'est un jeune Père Noël, puisque le Père Noël vert a 40 ans. Oui. Si, c'est très très jeune. C'est très 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 jeune. Ça fait 40 ans quand même que ça existe. Pourquoi l'avoir mis en place? Vous savez ça, Julie? Pourquoi, En fait, on l'a mis en place tout simplement dans l'idée que les familles en situation de pauvreté ou de précarité ne soient pas exclues, notamment sur les périodes de fêtes de fin d'année. Parce que bien souvent, ces périodes-là sont des périodes où on se retrouve en famille, où on fait des dîners bien copieux autour d'une table, etc. Et quand on est dans des situations de pauvreté ou de précarité, malheureusement, c'est pas le cas, quoi. Donc l'idée était de dire, nous, au Secours populaire, on fait quelque chose pour ces familles-là et ces enfants surtout. C'est surtout pour les enfants. Yannick, les Pères Noël verts en Vendée, on peut les voir où exactement? Un peu partout, mais il y a peut-être des points stratégiques quand même. Alors, il y a eu une soirée qui a été vraiment organisée pour ça. Samedi soir, où là, on a reçu, alors, je ne sais plus combien d'enfants. On avait un peu plus de 200 enfants et au total 300 personnes. 300 personnes à City-Zèbre, on avait privatisé la soirée pour faire quelque chose d'original. City-Zèbre, c'est un lieu pour des jeux d'enfants. Des jeux d'enfants, donc les enfants ont pu avoir accès à toutes les pistes de jeux qu'il y avait dans cette structure.
nourriture-là. Et il y avait un repas que les bénévoles ont servi à table aux bénéficiaires, aux familles entières, pour justement faire une soirée un peu exceptionnelle, à savoir que les familles étaient servies par nous, avec cet esprit un petit peu d'offrir en plus. Et de Noël, ouais. Et qu'ils soient un petit peu gâtés, quoi. Et puis après, il y a eu le Père Noël vert qui est venu, bien sûr. Mais si moi, par exemple, je veux... est-ce que moi, je peux acheter un jouet, par exemple, Bien sûr. et le donner au Père Noël vert pour qu'il l'offre à un enfant qui n'a pas l'occasion d'avoir un jouet à Noël? C'est possible, ça? On peut faire des dons comme ça? Tout à fait. Julie? En fait, oui, l'idée des Pères Noël verts, mais comme toute campagne de solidarité du Secours populaire, elle se divise en deux... Enfin, elle se compose, elle se divise pas derrière, elle se compose en deux parties. C'est-à-dire une partie, on va faire des actions envers les personnes que l'on aide. Donc, comme disait Yannick, on a fait l'arbre de Noël samedi dernier. Et il y a aussi une partie initiative de collecte qui est là et faite pour collecter. Alors, soit des moyens matériels, comme vous venez des jouets, de le dire, par exemple, des jouets de Noël, etc. Voilà. Des moyens financiers, évidemment, et des bénévoles pour mettre en place toutes ces activités derrière. Enfin, à chaque fois, voilà, c'est composé en deux parties. Donc là, pour où trouver les Pères Noël verts en Vendée, on est actuellement en pleine initiative donc, de collecte, notamment sur les papiers cadeaux, où on est présent sur la ville d'Olonne, sur la ville de Challans, Fontenay-le-Comte, enfin un petit peu partout en Vendée. Vous desservez bien la Vendée un petit peu partout. Tout à fait. Combien de Pères Noël verts sont réquisitionnés, vous savez ça? Combien de Père Noël verts? Écoutez, samedi soir, on était plus de 50. Et sur l'ensemble de la Vendée, ça doit faire au moins 200 Père Noël verts, avec les bonnets. Ouais. Et est-ce que les bénéficiaires du secours populaire attendent ce moment-là, attendent le Noël et les Pères Noël? Bien sûr qu'ils attendent. Ils attendent évidemment pour avoir des cadeaux, avoir des décorations. On pense dernièrement à des vendeurs de sapins qui viennent nous donner des sapins frais pour décorer les maisons des familles que l'on aide. Enfin, c'est des petites choses comme ça auxquelles on ne pense pas. C'est vrai qu'on a tout de suite on pense aux jouets, à la nourriture, le cadeau, etc. Quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais aussi la décoration, enfin tout ce qui fait l'animation de Noël, quoi. Rappelez-moi le chiffre des bénéficiaires du secours populaire. populaire. On est un peu plus de 2300 personnes aidées aujourd'hui. Yannick, quand vous les voyez, ces bénéficiaires, est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y a une évolution dans les bénéficiaires du secours populaire? Est-ce que la précarité a changé un petit peu, a évolué, a augmenté? Comment ça se... La précarité n'a pas diminué, ça c'est certain. C'est vrai qu'on peut toucher maintenant des populations qui sont différentes d'il y a quelques années. Il y a aussi toute la population maintenant qui arrive des migrants que nous avons, cette problématique-là, bien sûr. Que nous avons à accueillir et à aider au maximum de ce que l'on peut faire. Mais c'est certain qu'on touche des familles maintenant qu'on n'aurait pas touché il y a 10-15 ans. Quoi, c'est-à-dire Alors c'est des gens qui ont du travail mais partiel, qui n'ont pas très peu de revenus, puisque c'est quand même des familles qui ont... Et puis des jeunes, des jeunes étudiants, des jeunes, des jeunes adultes, et puis des jeunes un peu plus jeunes, des seniors. Nous avons à travailler, c'est une piste de réflexion qu'on a, comment pouvoir accompagner les seniors. Il y a beaucoup de retraités, entre guillemets, pauvres. Donc ça veut dire que la pauvreté du moins touche toutes les strates socio-professionnelles et tous les âges, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a quelques années, Julie. C'est ça, c'est qu'en fait la pauvreté n'a pas la même image aujourd'hui, et malheureusement elle touche de nombreux foyers, et pas uniquement les sans domicile fixe, les marginaux comme on pouvait les voir. On a un peu cette image entre guillemets d'Épinal là-dessus. Voilà, c'est ça. Et malheureusement aujourd'hui, comme disait Yannick, les contrats précaires, les contrats saisonniers, pour revenir un petit peu au niveau de la Vendée. On a également tout ce qui est famille monoparentale. Les femmes surtout. Les femmes, les hommes également. Ouais. En fait, nous, au Secours populaire, sur les 3/4 des personnes que l'on accueille ont moins de 25 ans, parce que bien souvent, il y a une personne seule avec 1, 2, 3, 4 enfants derrière. Il y a, comme disait Yannick, les jeunes étudiants, c'est des publics que l'on ne voyait pas dernièrement, mais ça arrive. Qui n'arrivent pas, entre guillemets, comme on dit, joindre les deux bouts, quoi. C'est exactement ça. Financer les études, financer le logement, la bourse qui n'est pas forcément donnée à tout le monde, et c'est normal, mais voilà, à un moment donné, ces étudiants viennent sur l'aide alimentaire, notamment. Et en même temps, c'est des jeunes, excusez-moi... Non, je vous en prie, non, allez-y. C'est des jeunes qui s'engagent aussi
à l'association, c'est-à-dire qu'on va les D'accord. aider à un moment donné sur de l'aide alimentaire, mais ils nous redonnent un petit peu par le biais d'heures de bénévolat dans des activités, l'accompagnement en séjour, les Ils Pères Noël entre verts, guillemets, ne profitent pas. Bah pas non, seulement, c'est-à-dire pas que c'est un pas échange. l'idée. Ouais. Et est-ce que c'est. Alors, ça aussi, est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'il y a quelques années, les bénéficiaires du Secours populaire venaient pour des vêtements, manger, etc., mais ne s'engageaient pas forcément dans l'association Ça a été une volonté de l'association. C'est ça. C'est la volonté du Secours populaire de dire ok, on aide, On vous mais aide. aussi en échange, venez nous aider aussi à organiser toute cette solidarité. Chez nous, on nomme souvent une phrase, il n'y a pas d'un côté celui qui donne et celui qui reçoit. C'est ensemble qu'on fait de la solidarité, ensemble qu'on avance vers un monde meilleur. Oui. C'est quand même dingue d'avoir autant de bénéficiaires du Secours, entre autres, parce qu'il y a aussi d'autres bénéficiaires, mais du Secours populaire en 2016, ça veut dire que ça n'a pas, la pauvreté n'a pas baissé. Yannick, Alix, vous qui tenez les cordons de la bourse, comment on peut faire? On peut faire des dons. Julie en a un petit peu parlé, mais comment on fait? On prend contact via le site internet? Comment ça se passe? Comment on peut faire? Oui, bien sûr. On est implanté quand même sur tout le département. Donc, oui. c'est vrai que toutes les villes importantes de Vendée, il y a une antenne. Donc, on peut facilement aller sur place. Il y a le siège, effectivement, où nous sommes, 33 rue Watt, à La Roche-sur-Yon, où, effectivement, là, nous recevons les dons. Et puis, il y a, effectivement, par Internet. Maintenant, on peut donner par Internet, via le site. Ouais. Et donc ça, c'est un petit peu nouveau. Ça fait, on essaye de vulgariser ça un peu. D'accord. Mais bon, on est dans cette perspective-là. Effectivement, par rapport aux finances, et c'est quand même une structure où il faut, effectivement, si on veut donner, si on veut offrir une vie plus riche à tous, il faut effectivement un financement. Et donc, c'est par les dons. On a les entreprises. Les entreprises, les mécènes. Enfin, on est à la recherche de... Et en Vendée, on reçoit. Ah, voilà, c'était une de mes questions, mais on va en reparler. On reçoit quand même. Merci, on va faire un point sur les blattes. Jean-Luc, maintenant, il n'y a pas de jungle. Direct. Oui, d'accord, il n'y a pas de jingle. Ouais. Oui, je disais que ce sont des animaux qui sont intéressants à plein d'égards, et notamment parce que ce côté social, ce côté aussi, c'est assez étonnant, ce sont des animaux qui ont des liens avec leurs petits. Alors, chez les insectes, c'est vraiment le fait des insectes sociaux comme les abeilles. Là, vous avez plein d'autres blattes, je n'ai pas eu le temps d'en parler tout à l'heure. Vous avez une très jolie Ectobus. Ectobus, c'est un genre... Super beau, ça. Celle-ci, c'est l'Aponicus. Regardez comme c'est joli quand même. Parce que c'est super voilà, joli. C'est moins joli qu'un poinsettia, c'est vrai, mais c'est quand même... Enfin, voilà. C'est joli. Voilà, vous ça avez brille. plein d'espèces. Celle-ci, c'est Pallidus. Vous n'êtes pas en compétition, les gars. Je vous dis... Non. Non, il y a plein de choses ça, qui c'est très très beau. Ouais. Ça, c'est très très C'est la cigale. Sylvestris, ça. Sylvestris. C'est la cigale des grands immeubles, ça. C'est quoi la cigale des grands immeubles? On dirait une cigale. Ah oui, c'est vrai que ça ressemble à une cigale. Ouais. Ça, c'est Vinzi. Voilà, très joli avec ces petits arbres Parce que, blancs. Jean-Luc, la blatte, Oui, tout de suite, ça fait penser à la saleté. Alors, ça fait penser à la saleté, alors qu'en fait, c'est un animal qui est un recycleur, donc il nous aide, en fait, certainement à nettoyer. D'accord. À nettoyer. Donc, il y a certaines zones tropicales où 85% de la biomasse des invertébrés consiste uniquement dans une population de blattes. Les blattes, donc celles que vous voyez là, la Berafusca sur le plateau, ce sont des blattes que je nourris avec... du pain dur, des trognons de pommes, voilà, ça se nourrit de pas grand-chose. Alors c'est un faible taux de reproduction. Là vous avez donc, vous voyez, une jeune à gauche et une adulte à droite, donc faible taux de reproduction. Ce sont des animaux qui fabriquent une oothèque, c'est-à-dire une espèce de poche dans laquelle il y a des œufs, de 5 à 50, 60 œufs. Et on a là toutes sortes de comportements. On a des comportements qui sont
finalement proche des mammifères, parce que certaines blattes allaitent leurs petits, certaines blattes se laissent percer la cuticule par leurs petits, et les petits pompent l'hémolymphe, le sang de leur mère, et quelquefois, on veut dire au pire, ce sont des animaux qui laissent le hotec, donc la ponte, près d'un endroit où il y a à manger, à côté d'un fruit qui est en train de donc pourrir, elle etc. s'occupe, elle les bichonne. Il y a un vrai comportement qui est très intéressant de ce point de vue-là. Donc celle-là, Barbera fusca, évidemment, vous allez me dire, elles sont pas très très jolies. Celle-là, je la trouve elle est pas mal. hein. C'est joli, Elle vient du Mexique. C'est celle qui a mué, hein. C'est celle qui a mué, ouais, elle est sage. Donc les ailes ne servent pas à grand-chose, en fait. Hein. Ah bon si elle s'envole, elle n'ira même pas jusqu'à vous. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Elles sont évidemment extrêmement exposées à la prédation. Il y a peu de moyens de défense. Certaines arrivent à fabriquer un jet qu'elles expédient jusqu'à 30 cm de distance et qui est un petit peu agressif. Mais ça se limite à ça. Beaucoup d'entre elles sont cryptiques, voire, alors on parle de mimétisme bathésien, c'est-à-dire qu'elles imitent un animal qui est peut-être gênant, voire dangereux. Donc, par exemple, certaines blattes qui vivent dans des nids de psittacidés, de petits perroquets, ressemblent trait pour trait à une larve de luciole. Vous voyez, le vert luisant un peu. Et donc, comme les lucioles sont pas très agréables à manger, je ne sais pas si vous avez essayé. Et donc, voilà. De ce fait, mimétisme, elles échappent un peu à la prédation. Alors, dernière question, mais très vite, parce qu'on a explosé le temps. Est-ce que ça se mange? Vous l'essayez, Jean? Non, mais est-ce que ça se mange cuit? Franchement, il n'y a pas grand-chose à manger. Il n'y a pas grand-chose à manger, on est d'accord. Par contre, moi, je les donne à manger aux lézards, aux caméléons et autres bestioles. D'accord, donc il ne faut pas les écraser, les blattes, on est d'accord? Non. Bon, vous ferez comme vous voudrez avec votre conscience. Oh là là, il a le don de culpabiliser les gens. Mais ça ne fait pas gicler les œufs qui s'installent. Non, c'est bon, Jean, c'est à vous maintenant. Jingle et c'est à vous. Jean. Je voudrais vous parler des poinçons d'argent. Ok. Voilà. Alors, on fait tout de suite la différence entre l'argent massif et le métal argenté. Vous avez à l'écran des poinçons de métal argenté. Ils sont carrés ou rectangulaires aux angles vifs. Point final. Ça ne peut pas être un poinçon d'argent. Christophe fabrique également de l'argent, mais ce n'est pas des poinçons comme ça. Là, vous avez aussi poinçon de, je ne sais plus comment il s'appelle, Félix Frère, à droite. Et puis, on vous annonce qu'il y a 90 grammes de métal au kilo de recouvrant. C'est du métal argenté. Donc, ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est dommage parce que c'est la majorité des choses. Là, nous avons une page ouverte du Tardy, qui est ma Bible. Et oui. Sur ce point, là, vous voyez à droite. C'est quoi le Tardy? Le Tardy, c'est Monsieur Tardy qui a écrit un bouquin sur les poinçons d'argent. Que tous les commissaires-priseurs ont dans ce livre là, de je vous parle d'initiation au plaisir de l'argent, parce que les grands connaisseurs n'utilisent quasiment plus le Tardy. Pourquoi? Parce que les poinçons, ils ne sont pas très bien traités, etc. Mais doucement pour passer les photos. J'espère que vous n'avez pas 80 photos à passer. Non. Voilà, vous avez ici le poinçon moderne, qui est le poinçon de ce qu'on appelle la Minerve. Premier titre et deuxième titre. Premier titre, c'est à 900 pour 1000. Deuxième titre, c'est moins fort, mais on utilise cet argent pour le dorer, pour faire du vermeil. D'accord. Voilà. Hein. Donc, les gros ouvrages, c'est la Minerve. Et les petits ouvrages, si on peut remonter 2 photos auparavant. C'est quoi? Les petits ouvrages, je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez mes Minerves qui sont en bas à droite. Vous avez une tête de sanglier. Ouf, vous la voyez où, là, la tête de sanglier? Et à suivre, vous avez un crabe sur la même ligne. Oui, d'accord. Oui. Ok, d'accord. Alors, Minerve, le sanglier, d'accord. l'ennui, c'est quand l'argenterie est très propre, que ça brille bien, et vu à l'envers, on dirait une tête d'aigle de l'or blanc. Enfin bon, c'est un problème qui vous arrivera probablement pas. Non, je pense pas, non. Voilà. Non, d'accord. Le monde entier a fait des poinçons. Et nous les avons dans le Tardy. D'accord. On passe des heures et des heures à regarder ça. Ici, vous avez en réel une Minerve sur la gauche et le maître orfèvre sur la droite. D'accord. Il s'appelle FP. Non, avec EP. Un petit EP. Ouais, d'accord. Voilà, donc Étienne, je sais pas quoi. Voilà. Paris, département. La Minerve, je voulais vous dire, c'est depuis 1838, à nos jours, on l'utilise toujours. Avant, nous avons la tête de vieillard.
que vous avez en premier titre et deuxième titre de Paris, et en département avec un Listel, premier titre et deuxième titre. Ça, c'est super codé, quoi. 1819, 1838. Ouais. Absolument. Paris et département. De 1809 à 1819, vous avez le deuxième coq. Il a un Listel, ce qu'on appelle entre nous le poulet. Province, Paris à gauche, département à droite. Ok. Ça, c'est 1809-1819. On entame la Révolution. Voilà, on est en 2016. Dont je vous ai parlé. Non, oui, vous n'avez plus le temps, Jean. Si, on continue, vous allez voir. On continue, on tourne. C'est quoi et après on trouve des poinçons... en forme de quoi? Ça, c'est époque révolutionnaire. Le maître orfèvre en losange au milieu. D'accord. Vous avez un crabe à droite, ça veut dire qu'il a été contrôlé récemment. Vous avez un coq en haut à droite. Oui. Ça, c'est le coq de Paris. Et la grosse garantie, ce visage au premier titre, c'est la grosse garantie de Paris. D'accord. C'est le fond d'un tas. En fait, c'est un langage à part entière. Tout ça, et si on remonte encore, nous voilà... La juridiction de La Rochelle à droite particulièrement, puisque vous avez Luçon qui doit se trouver par là, Cognac... oui, d'accord. Oui. Et là, nous avons des lettres dates. C'est-à-dire que chaque année, les orfèvres se réunissaient et faisaient une lettre date. Donc, je peux vous dire, tel objet, il est de 1700... En voyant le... Voilà, ça c'est le fond d'une pièce d'argenterie. Vous avez la lettre date, le haut couronné. Vous avez le maître orfèvre qui est en bas, comme ça. Là, c'est quelle époque, ça? 18e siècle. D'accord. 18e siècle. Jean, on n'a plus le temps. Eh bien, ça tombe bien parce que j'ai fini. Ça, regardez-le quand même. Non, vous avez fini. Regardez-le, c'est un manche de fourchette ou de cuillère 18e. Les poinçons sont à l'état de neuf. Superbe. Maître orfèvre en bas, lettre date et le poisson. 18e, ça aussi? Non, vous avez dit quoi, 18e? 18e. Très bien, merci très beau, Jean. Tout neuf. C'est la fin de cette deuxième partie. On se retrouve juste après une courte pause pour parler du Secours populaire. De retour dans la troisième et dernière partie de cette grande émission consacrée au Secours populaire et plus spécifiquement au Père Noël vert du Secours populaire qui travaille depuis le 5 décembre dernier, évidemment aux fêtes de fin d'année. Nous sommes en compagnie de Julie Lecaer, qui est la secrétaire générale, et de Yannick Alix, qui est la trésorière départementale du Secours populaire. D'ici quelques instants, la suite de la chronique de Baptiste et de Jean. Pour revenir sur le Secours populaire, Julie et Yannick, on a parlé du fait que vous étiez trésorière et des dons qu'on pouvait faire. Vous êtes toujours aidé par des subventions aussi, je suppose, au niveau des institutions, des mairies, etc. Vous avez toujours été subventionné, c'est-à-dire qu'on vous a toujours aidé pour renflouer les caisses, entre guillemets, pour que vous puissiez ensuite donner à ceux qui en ont besoin. Alors effectivement, tous les ans, nous faisons des dossiers pour des subventions municipales, départementales. Nous tentons d'avoir sur les réserves parlementaires aussi, nous faisons des demandes par rapport à effectivement notre fonctionnement, puisqu'on a des frais de fonctionnement. Et puis aussi, dans chaque campagne que nous faisons, il y en a 5 dans l'année, que Julie pourra vous développer, nous demandons effectivement à chaque fois des aides exceptionnelles occasionnelles. Occasionnelles, voilà. Et ponctuelles. Allez-y, je vous en prie. Donc, les subventions, tous les dossiers, on en fait à peu près 250 demandes par an, à peu près, de dossiers qui sont faits, ça y est, tout est... Donc, nous présentons une plaquette de notre rapport d'activité de l'année close, et puis nous détaillons les activités que nous souhaitons mettre en place pour l'année pour laquelle on demande des subventions. Et nous demandons alors que ce soit aux mairies, à la CAF, à tous les organismes qui s'intéressent à la famille, en principe. Et puis aussi, après, il y a des aides exceptionnelles par rapport à des partenaires qui nous aident. Par exemple, pour le Père Noël vert, on a eu des aides comment ça s'appelle On a des grosses entreprises effectivement départementales qui nous aident tout au long de l'année, et là notamment puisqu'on est sur la campagne des Pères Noël verts, un grand traiteur comme Scénario à La Roche-sur-Yon qui nous met à disposition des plateaux repas pour l'organisation. Après, tout au long de l'année, on a des grosses entreprises d'agroalimentaire présentes sur le département qui aident au quotidien, quoi. Et ça, c'est à peu près
un peu plus de 82 mécènes, donc entreprises. Et ces entreprises, on les invite également à participer à nos activités, puisque c'est comme ça aussi que fonctionne la solidarité. Ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, toujours ma question était un peu orientée, je vous avoue, dans le sens où je me posais la question quand j'ai préparé l'interview de savoir si c'était... On sait que les dotations sont réduites et se réduisent de plus en plus. Est-ce que c'est le cas pour une association caritative comme le Secours populaire ? On est en fait, on est une association indépendante avant tout, que ce soit financière ou même de fonctionnement. Après, les demandes de subventions, on en fait parce qu'on en a besoin, mais on sait très bien que ça ne va pas nous faire la totalité du budget. Pour vous donner un petit peu une image, aujourd'hui en Vendée, sur le budget départemental, le 60% du budget est constitué des initiatives propres des bénévoles. D'accord. Donc, ça veut dire tout ce que l'on met en place pour collecter. Les subventions, alors ça dépend d'une année à une autre. Là, j'ai pas assez de recul par rapport à la baisse des dotations. En moyenne, ça a 15%, entre 12 et 15%. Oui, donc c'est d'abord ce que vous faites en privé, entre guillemets. Tout à fait. Et ensuite, les subventions de telle ou telle mairie ou de telle institution, et les dons des particuliers, etc. Ça, c'est sûr. On terminera évidemment l'émission sur le Secours populaire. Baptiste, on refait un point avec l'étoile de Noël ? Effectivement. Qui est là, qui est à côté. Euphorbia pulcherrima, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une forme. Et la particularité de cette forme, c'est qu'on l'appelle Poinsettia en l'honneur de Joël Poinsett, qui était un ambassadeur américain au Mexique. D'accord. Et il la ramène aux États-Unis en 1828 et on l'appelle en son honneur, voici son beau portrait, on l'appelle Poinsettia en l'honneur de Joël Poinsett. Joël Poinsett meurt un 12 décembre, c'était lundi. Et donc, tous les 12 décembre, c'est le jour officiel du Poinsettia, donc on en offre partout, dans toute l'Europe et aussi aux États-Unis. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Europe, c'est 100 millions par an de plantes de ce type-là qui sont vendues. Donc c'est vraiment une plante emblématique des fêtes de Noël. La voit, oui. Elle est tellement présente qu'on la voit même plus. On la voit même plus parfois. Alors, elle a été vulgarisée dans les années 50 grâce à Hollywood. Monsieur Paul Eck, qui était donc un fermier en Californie d'origine allemande, a commencé à cultiver cette plante-là de façon fleur coupée. C'est-à-dire qu'on l'a cultivée dans des champs, on coupait les bouts de Noël et puis on en faisait des couronnes, de la déco sur les tables. Mais pour bien s'en occuper aujourd'hui, là encore, le substrat, comme le cactus de Noël de la semaine dernière, pose problème. C'est souvent de la tourbe. Donc il va falloir faire attention à le maintenir humide, mais pas trop. Donc il va falloir que ça ressemble un petit peu à une éponge essorée, toujours un petit peu humide, mais pas trop. En mars, on va le rempoter, on va lui changer sa terre. Et faire attention, dès qu'on l'achète, à tout ce qui est courant d'air, écart de température, et ne pas le mettre près d'une source de chaleur trop forte. Pourquoi ça? Parce que ça va se mettre à flétrir, ça n'aime pas les excès de température forcément à cette période-là, et donc du coup, les feuilles risquent de tomber. D'accord. Faire attention aussi aux fruits. Il ne faut pas mettre de fruits à proximité parce que ça dégage de l'éthylène. Alors ça, on pourra en reparler, ça vient dans la maturation des fruits, et ça donc vient aussi dans la maturation de ces fleurs-là. Voilà. Il va falloir acheter une plante non fleurie, donc on voit bien les fleurs à l'écran. Ah oui, on ne peut pas acheter de plantes fleuries. Il vaut mieux attendre que les boutons soient plutôt fermés, c'est un gage de jeunesse en fait, et donc du coup elle va s'épanouir ensuite chez vous. Si vous l'achetez avec déjà des fleurs comme ça ouvertes, elle durera un peu moins longtemps. Elle sera tout à fait en bonne santé, mais c'est simplement sur la durée que dureront ces petites bractées rouges. Et ces bractées rouges, justement, pour les avoir, le secret, c'est qu'il faut pendant 2 à 3 mois, 14 heures de nuit impérativement. Ça fait partie de ce qu'on appelle des plantes de jour court. Donc, il va falloir reproduire une nuit artificielle. Dans les serres, il faut savoir qu'on met une bâche noire, carrément, et il faut 14 heures de nuit à partir du mois de septembre. D'accord. Pour que, pour les fêtes de fin d'année, on ait ces jolies bractées rouges. Et pour en avoir des grosses bractées rouges comme ça, il va falloir au printemps rabattre la plante à environ 10-15 cm. Donc il ne va pas falloir hésiter à la rabattre, à la tailler, pour qu'elle réémette un feuillage beaucoup plus exubérant et qu'elle puisse faire donc ces jolies bractées rouges. Mais moi, celle que j'ai depuis l'année dernière, 14 heures de nuit, je fais comment chez moi ? Il faut la mettre soit dans une pièce totalement sombre, dans une cave, mais la ressortir tous les jours aussi. C'est ça aussi. Ou alors c'est comme un chien. Avec cette taille-là, par exemple, un sac poubelle, ça suffit. Ah, on peut mettre... Ça va pas... Pas du tout. D'accord. Voilà, un sac poubelle pour lui dire, il fait nuit, hop, et après, on la ressort, il fait jour. D'accord. Plein soleil, de l'eau au printemps, on la met dans le jardin pour qu'elle ait...
on va dire, toute l'aisance de pousse à l'extérieur. Ouais. Et à partir de septembre, eh bien, on la rentre à l'intérieur. Et on fait tout ce que je vous ai dit. Et on arrose si possible avec une eau tiède et non pas une eau froide. Et on la garde entre 15 et 20 degrés. C'est l'idéal. Ah, ça, c'est des petits trucs, c'est vachement bien. C'est super, Baptiste, merci beaucoup. Comme ça, on va en avoir plein à Noël, les gens vont pouvoir s'en occuper. Merci beaucoup. Jean, oui. Histoire. Or donc, en ce temps-là, j'exerçais l'honorable métier de commissaire-priseur et je me retrouve à faire l'inventaire d'une succession que l'on peut qualifier d'importante. Il y avait un gigantesque logis vendéen, très beau, mais les gens étaient un peu dans le malheur parce que le monsieur était décédé et il fallait, le fisc avait exigé que nous fassions l'inventaire. Donc je rencontre une dame absolument charmante, délicieuse, et on voit des meubles, on voit des tas de choses, c'est pas ça, je veux continuer sur l'argenterie. Et à un moment, je lui dis, qu'avez-vous comme argenterie ? Oh, me dit-elle, monsieur. Mon mari était fils unique et avait 7 oncles et tantes, vieux garçons et vieilles filles. Moi-même, je suis fille unique et j'ai 7 oncles et tantes célibataires sans enfants. Donc, nous avons rassemblé toute l'argenterie qui pouvait venir de toute la famille. Et en me disant ça, elle ouvre une armoire et à hauteur des yeux, debout, j'avais des ménagères d'argent massif qui étaient empilées devant moi. Donc ça faisait quand même une chose que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Ouais. Et me dit-elle, je lui dis, et votre argenterie à vous, quelle est-elle là-dedans ? Eh bien, voyez-vous, lorsque je me suis marié, ma marraine m'a dit, mon enfant, j'ai du Vieux Paris, donc les derniers poinçons 18e qu'on a vu, qu'on appelle aussi Vieux Paris. J'en ai pas mal, je vais te le faire fondre et te faire une ménagère moderne. Et je lui ai dit, marraine, je préférerais du Vieux Paris. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, mon enfant, je t'en donnerai un petit peu plus. Voilà des poinçons du 18e. Et elle avait, sa ménagère personnelle faisait environ 40 kilos. D'argenterie, des poinçons neufs comme ce que vous voyez. 40 kilos, mais ça... Oui, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Et c'était donc des poinçons 18e dans un état parfait. Les pointes de fourchette, évidemment, n'avaient jamais servi. Les cuillères, tout était neuf du 18e siècle. J'en garde encore un souvenir merveilleux. Mais ça veut dire que ça coûte une fortune. Non, l'argent vaut 500 € le kilo aujourd'hui. 500 € le kilo aujourd'hui, ouais, c'est pas... Donc déjà, quand vous avez 3 kilos d'argenterie, croyez-moi, vous avez de quoi nourrir 15 personnes sans avoir à aller laver rapidement les couverts vite fait. C'était très beau. C'était très beau, oui. Ça vous a marqué. Comme disait mon père, du temps où les bêtes parlaient. C'est pas si vieux que ça, Jean. Ouais. Vous devez voir des choses. Vous avez vu des jolies choses. J'ai des beaux souvenirs. Et en Vendée, pas mal ? Oui, bien sûr. Des petits trésors ? J'ai 40 ans de très beaux souvenirs. Que vous allez nous donner toutes les semaines. Si vous êtes sage. Si vous êtes sage, évidemment. Merci, Jean. C'était dans quel coin, ce logis-là ? En Vendée. Voilà. Vous ne pouvez pas dire, mais maintenant, il y a prescription. Nous sommes tenus... Au secret professionnel, même quand vous êtes à la retraite ? Ah ben, bien sûr. Surtout quand vous êtes à la retraite. J'ai pas l'âge d'aller dormir en prison par les temps qui courent. Mais c'est pas ce qu'on leur veut. Quoique je voudrais dire justement que les vieilles personnes qui n'ont pas d'argent font de la silver-délinquance de façon à être soignées correctement et nourries correctement. Donc ça se voit aux États-Unis. Et notre camarade qui s'occupe des vieillards Franck Jahan nous le racontait. La silver-délinquance, c'est des gens qui vont en tôle, comme ça au moins ils peuvent être soignés, ils peuvent manger correctement s'ils ont des dents, des trucs. Merci Jean. Je vous en prie. Merci beaucoup. J'ai vite, vous inquiétez pas. On va terminer très vite cette émission sur le secours populaire. J'avais une dernière question à vous poser, Julie. Est-ce que c'est encore facile aujourd'hui de pousser la porte du secours populaire quand on est dans le besoin ? Je pense que ça n'a jamais été facile. Alors là où le public, effectivement, où comme disait Yannick, on a le plus de mal à aller à la rencontre, c'est les personnes, les jeunes retraités, les retraités. Parce il y a de la honte oui. Encore aujourd'hui Oui, bien sûr. Ouais. Surtout dans des petits villages en Vendée, etc. On essaye, nous, doucement, d'aller à leur rencontre, mais c'est des gens qui vivent avec très peu, mais finalement,
finalement qui n'oseront jamais les demander et puis surtout passer les portes de l'association. Donc nous on essaye de les sensibiliser toujours par le biais de sorties, quelque chose de culturel pour voilà, et puis dans le but comme aussi sur l'accès à la santé, parce que malheureusement ce sont des personnes qui n'ont pas forcément aussi là qui ne voient pas un médecin régulièrement, donc voilà, c'est par ce biais-là qu'on rentre, qu'on se met en contact avec eux, et puis après on essaye effectivement d'aller jusqu'à l'aide alimentaire quand il y a le besoin. Très bien, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la grande émission pour parler du Secours populaire et plus spécifiquement des Pères Noël verts. Donc si vous en croisez, n'hésitez pas à aller à leur parler, du moins échanger pour voir comment on peut vous aider concrètement. C'est jusqu'au 24-25 ou c'est jusqu'à la fin du mois ? C'est jusqu'à la fin du mois 31, mois de décembre, etc. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup Julie Lecaillère, merci Yannick Alix, bon courage pour la suite du Secours populaire. Messieurs, on se retrouve pas tous la semaine prochaine. Sport d'hiver. On se fera des bisous pour la bonne année. On fera ça. Baptiste, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée.